Bonjour, bienvenue à une autre capsule Rendez-vous avec nos experts. Cette fois-ci, nous allons rencontrer David Guénette de Guénette Avocats qui va nous parler de certains éléments juridiques et légaux liés au transfert d'entreprise. Bienvenue David, merci d'avoir accepté l'invitation. Et merci de m'avoir invité. Donc, on va commencer, on va faire certaines distinctions aussi. C'est quoi les grandes différences entre le rôle de l'actionnaire et celui de l'administrateur? Bien, en fait, l'actionnaire, dans le fond, est tenu d'un apport, c'est-à-dire qu'il va faire un investissement en contrepartie d'avoir un certificat d'action ou une action parce qu'on n'a plus tout à fait besoin de certificat aujourd'hui. Et ces actions-là vont lui permettre d'avoir 3 droits qui sont rattachés, c'est-à-dire un droit de vote, un droit à un dividende, puis un droit à un partage du reliquat si jamais on décide de liquider l'entreprise. Par contre, dans un capital action, ces 3 droits-là ne sont pas nécessairement rattachés à toutes les catégories. C'est-à-dire qu'on peut avoir des actions qui n'ont pas de droit de vote, qui ont par exemple un dividende préférentiel, d'autres actions qui n'ont pas. Donc, ces 3 droits-là sont les 3 droits fondamentaux qu'on va retrouver dans un capital action. On doit les retrouver tous les 3 dans ce capital action-là, sauf que ce n'est pas obligatoire que chaque catégorie d'action ait les 3 catégories des droits qui sont rattachés. Exactement. Donc, si on avait, par exemple, parce que moi, j'ai certains de mes clients qui avaient décidé de donner des actions privilégiées, est-ce qu'à ce moment-là, on est actionnaire ou... Oui, c'est-à-dire on est actionnaire, mais habituellement, les actions privilégiées vont avoir un certain privilège, comme par exemple, ça peut être obtenir un dividende avant d'autres catégories d'actions. Habituellement, les actions privilégiées n'auront pas de droit de vote, parce que le droit de vote, c'est le droit qui est rattaché à la gestion de l'entreprise. Donc, oui, un actionnaire privilégié va être actionnaire. Par contre, nous, au Québec, on a le registraire des entreprises. Et l'obligation de registraire des entreprises, c'est qu'on doit lister les 3 actionnaires qui ont le plus de droits de vote. Donc, l'actionnaire privilégié ne se retrouvera pas au registraire des entreprises. Ce qui fait en sorte que si cette personne-là dit, bon, ben, je suis actionnaire de cette compagnie X et qu'une personne va vérifier au registraire des entreprises et qu'elle n'a pas de droit de vote, bien, malheureusement, elle n'apparaîtra pas au registre. Donc, dans le fond, si on veut positionner une relève d'entreprise, ce que j'entends, c'est qu'il faut accepter finalement qu'on va co-directionner, entre guillemets, l'entreprise. Donc, il faudrait à un moment donné qu'on donne un certain pouvoir aussi à la relève, quitte à revoir un peu le pourcentage d'actions qui est donné, par exemple, au niveau du contrôle à la relève. Là. Exactement. En fait, le pourcentage de détention des actions, en fait, le pouvoir, le contrôle d'une société va être directement relié au nombre d'actions qu'on détient. Comme par exemple, si je détiens 51% des actions, bien, ça veut dire que je vais avoir le contrôle d'une entreprise. Donc, si je vends une partie de ces actions-là, automatiquement, ça déclenche un changement de contrôle, ce qui fait en sorte que là, on doit commencer à faire des états financiers et on doit faire les déclarations appropriées au registraire des entreprises quand un tel changement survient. Donc, c'est quelque chose à prévoir. Par contre, on peut être dans des situations où il va y avoir des transferts d'actions où il n'y a pas un changement de contrôle, ce qui fait en sorte qu'on ne déclenche pas le même mécanisme que si effectivement il y a un changement. Moi, je suis en train de penser à l'aspect psychologique, c'est ça, j'ai cette teinte-là, mais je pense que si on veut tranquillement, justement, que la relève puisse s'approprier son nouveau rôle, bien, il va falloir regarder à peut-être ce changement de pouvoir-là aussi. Exactement. Ça l'aide à la relève à se positionner et au cédant à se préparer à sa transition. Exactement. Ce qui nous amène, on parle, bon, des actionnaires. Il y a comme un document aussi qui protège les actionnaires, finalement, et on parle ici de la convention d'actionnaire. C'est quoi qui est habituellement prévu dans la convention d'actionnaire? Bien, en fait, la convention entre actionnaires va habituellement être un document qui va prévoir qu'est-ce qui arrive quand quelque chose ne va pas, mais aussi quand quelque chose va. C'est-à-dire quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il peut y avoir un décès. Malheureusement, la vie fait en sorte que plusieurs situations inattendues peuvent se présenter. Donc, ça peut être un décès, ça peut être une invalidité, ça peut être une impossibilité de pouvoir accomplir ses tâches. Donc, quand ces situations-là surviennent, habituellement, notre convention va prévoir qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là, à qui est-ce qu'on vend les actions, qui a une priorité sur l'achat de ces actions-là, et bien sûr, pour quel prix est-ce qu'on va les acheter lors de ce transfert. C'est ce qu'on va prévoir dans la convention d'actionnaire. Exactement. Bon, moi, j'en ai de mes clients ou que j'ai entendu parler que ça finit plus de finir tout ce qu'ils veulent mettre dans une convention d'actionnaire. Est-ce qu'on peut
se protéger à 100% ou... Bien, en fait, je pense que le concept d'une protection parfaite dans laquelle c'est impossible qu'il y ait quelque chose qui se produise, je pense que c'est un concept qui est totalement impossible. Toutefois, c'est en étant conscient des besoins des gens et quels sont leurs objectifs, ça peut nous permettre de mettre en place les mécanismes qui sont conformes à leurs objectifs. Mais si la question qu'on pose, c'est est-ce qu'il y a une situation parfaite, la réponse, malheureusement, c'est non. Donc, il y a des clauses qu'on peut mettre dans notre convention d'actionnaire pour se protéger sur le plus important, donc dans les cas de décès, dans les cas d'inaptitude, ce que j'entends aussi, dans les cas de rachat aussi, donc si on ne s'entend pas, comment on se rachète. Et au-delà de ça, bien après ça, oui, on peut peut-être modeler, mais là, tout ne peut pas, parce qu'on va finir avec une convention qui n'en finira plus de finir. Donc, et c'est peut-être là, je pense qu'il faut peut-être jumeler à ça aussi, parce que dans le fond, corrige-moi, mais la convention, je vais la sortir quand ça ira pas bien. Bien, pas tout à fait, parce que oui, c'est sûr qu'il y a des situations où est-ce que ça va pas bien, mais par contre, il peut y avoir des situations où je suis détenteur d'actions dans une société et qu'un tiers m'offre de les acheter. Donc, on n'est pas dans une situation où est-ce qu'il y a nécessairement quelque chose qui va mal. Par contre, c'est que si un tiers qui offre d'acheter mes actions, bien, mes autres actionnaires dans cette société-là vont peut-être vouloir une protection, ou ils vont peut-être vouloir un droit de premier refus qui vont leur permettre d'acheter ces actions-là au prix que le tiers va m'avoir offert. Okay. Donc, ce n'est pas nécessairement seulement dans les situations qui vont mal. Il y a d'autres situations dans lesquelles où on peut prévoir des clauses dans lesquelles les actionnaires ont le droit de choisir quelqu'un sur le conseil d'administration. Par contre, moi, j'en ai qui en ont des conventions d'actionnaires et qui ne les ont pas signées. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive si on ne signe pas sa convention d'actionnaire? C'est quoi les conséquences? Bien, en fait, c'est parce que si on ne signe pas la convention, c'est comme si la convention n'existait tout simplement pas. Si on n'a pas apposé une signature sur un document, moi, je ne pourrais pas te revendiquer des obligations en disant, bien là, José, on n'a pas signé la convention. Par contre, on a des clauses qui ont été négociées ici. Tant et aussi longtemps que la signature n'est pas sur le document, elle n'a pas force légale entre les parties. Donc, on peut avoir négocié super longtemps, mais si on ne l'a pas signé, ça ne vaut rien finalement. Malheureusement, la réponse à cette question est oui. Donc, ça a un impact parce que moi, j'en ai là, qu'ils vont me dire « Ah, on a manqué de temps. Il vaut peut-être mieux prendre le temps de s'arrêter pour voir est-ce que nos documents sont à jour et est-ce qu'on les a signés aussi. » Effectivement. C'est sûr que si on est dans une situation où les parties s'entendent, habituellement, on est capable de trouver une solution malgré le fait qu'on a une convention qui n'a pas été signée. Par contre, si on a pris le temps de la négocier puis qu'on a eu des échanges là-dessus, on s'est échangé des courriels, si le document n'est pas signé, il n'a pas force de loi. Même si on s'est échangé des courriels. Même si on s'est échangé des courriels. La convention entre actionnaires, ça va être comme notre loi. Notre loi qui va s'appliquer dans les situations qu'on va avoir prévues à même cette convention-là. Donc, je comprends que c'est nécessaire là, de signer cette convention-là. Et ce que j'entends aussi, c'est qu'aussitôt qu'il y a un changement d'actionnariat, par exemple, j'intègre un nouveau membre dans la relève. J'anticipais cette question. Ou le cédant qui s'en va. Oui. Il faut la revoir. Bien, en fait, oui, c'est sûr que ça pourrait être pertinent de la revoir, mais ce n'est pas nécessairement une obligation. Personnellement, je dirais que la revoir, c'est un bon exercice de le faire peut-être aux 5 ans, parce que plusieurs choses changent, les situations changent, on a des enfants, on grandit, on veut prendre notre retraite. Fait que c'est sûr que c'est pas un document qui est figé dans le temps puis qu'on peut revoir. Et tant et aussi longtemps, même si on a signé un contrat, on peut quand même décider de changer les modalités de ce contrat-là. Je veux dire, les choses vont bien. Dans 6 mois, la situation a changé. On peut toujours faire des amendements. Donc, est-ce que la signature d'une convention d'actionnaire va affecter aussi les dispositions testamentaires? S'il y a un testament qui est en place qui dit que, bon, l'ensemble de mes actions vont aller à mes héritiers et que ces héritiers-là ne font pas partie de la société ou ils ne veulent pas faire partie de la société, si je ne prévois pas quelque chose dans ma convention entre actionnaires puis qu'il y a un décès, bien là, les actions vont se retrouver dans les mains de personnes qui n'ont peut-être jamais eu de connaissances dans l'entreprise, encore moins dans la gestion de cette entreprise-là. Donc, systématiquement, dans notre questionnaire, quand on rencontre des gens qui veulent faire rédiger des conventions entre actionnaires, on leur demande, avez-vous un mandat d'inaptitude? Avez-vous un testament? De sorte qu'on prend connaissance de ces documents-là avant même de commencer à rédiger. Parce que là, ça va peut-être nous susciter des questions qui vont faire en sorte qu'on va devoir poser les questions pertinentes aux clients afin qu'on puisse être certain qu'on est en train de remplir leurs objectifs.
Alors, mettons que toi puis moi, on est associés finalement. On a une convention d'actionnaires et on prévoit que au décès de un ou l'autre, mes actions vont se rouler mutuellement. Moi, je décide que je fais mon propre testament et que dans mon testament, je fais un legs de mes actions à mon conjoint, donc tu n'es pas au courant. Laquelle qui prévaut? Est-ce que ça va être mon testament ou la convention d'actionnaire? Bien, en fait, c'est que ça peut causer des problèmes. Puis, moi, mon approche à moi, c'est de regarder dans le temps. Parce que souvent, ce qu'il va y avoir dans une convention entre actionnaires, c'est une clause à l'effet qu'on engage notre succession à l'avance. Donc, dans la clause de décès de la convention entre actionnaires, on va le prévoir, ce cas-là, où on va dire, regardez, si je décède, automatiquement, je donne l'ordre à ma succession de procéder à la vente des actions selon le mécanisme de rachat qui est prévu à même ma convention. OK. Donc, les deux, dans le fond, le testament, la convention doivent quand même être alignés, là. Exactement. On a parlé de testament. On va juste regarder, en cas de décès, qu'est-ce qui arrive si l'actionnaire survivant n'a pas les sommes nécessaires afin de payer les actions de l'actionnaire décédé? Ah, là, tu touches une autre question qu'on voit assez souvent. En fait, dans la vie d'une entreprise, on est à plusieurs différents niveaux. Quand les gens viennent et qu'on est au début puis on est en train de partir une entreprise, ça fait partie des questions qu'on pose. Donc, encore une fois, c'est de recueillir le plus d'informations possible pour s'assurer qu'on n'est pas juste en train de rédiger des documents dans le vide. Parce que si on n'a pas ces informations-là, puis on fait juste donner un contre-type sans avoir pensé à ce qui pourrait se passer dans le futur et ainsi de suite, bien là, à ce moment-là, ça peut créer des impasses qui peuvent faire en sorte que ça puisse revenir aux professionnels, car on a une responsabilité de s'assurer de ces renseignements-là avant même de procéder. David, en terminant, tu nous dirais quels conseils en tant qu'avocat liés au transfert d'entreprise? En fait, je pense qu'il faut faire très, très attention et c'est de travailler de concert avec tous les professionnels qui entourent le transfert de l'entreprise. Moi, par exemple, si quelqu'un vient me voir et me dit « David, je veux vendre mes actions », tout dépendamment de la situation, comme par exemple, si je sais que ça va déclencher un changement de contrôle, la première question que je vais lui poser, c'est « Est-ce que tu es un fiscaliste? » Parce que là, je ne suis pas fiscaliste et je ne suis pas en mesure de pouvoir te donner les renseignements. Par contre, ça fait assez longtemps que je fais des transactions pour pouvoir soulever le drapeau et dire « Je crois qu'il y a quelque chose et je crois que tu as besoin de parler aux professionnels appropriés pour subvenir à cette question-là. » D'où l'importance de faire en sorte que tous ces gens-là sont sur le même diapason. David, merci infiniment de ta participation. Ça fait plaisir et merci beaucoup de l'invitation. Donc, voilà, c'était une autre capsule de rendez-vous avec nos experts, en espérant avoir répondu à certaines de vos questions sur le côté légal. Au plaisir de se revoir dans une prochaine capsule.